Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres de cette édition. Le MEDEF conteste les conclusions du colloque sur la vie chère, un avis partagé par le syndicat des industriels. Vous le verrez. La journée internationale des forêts se prépare dans la vallée de Mouarwa, Matayeya. Nous en parlerons avec Elodie Cinquin, responsable laboratoire et communication de la société AOA. Laranui accueille la première résidence navigante d'artistes du Fénois. C'est une proposition originale de la compagnie maritime et vous découvrirez le dispositif Road Haiti. Journée mondiale de la trisomie 21, quand le judo réalise une opération pour effacer les différences. Une journée d'inclusion sur les tatamis. Il se désolidarise des conclusions du colloque sur la vie chère et l'ont fait savoir hier soir sur notre antenne. Les grands patrons estiment que les débats menés à Trahoui se sont focalisés sur les marges des entreprises dans la composition des prix et invitent plutôt le pays à dégraisser le mammouth de l'administration. Thomas Chabrol et Esther Cuneo. TDL, marge, quota. Alors que les responsables de la vie chère ont clairement été identifiés par le colloque à Tarahoy, difficile pour les acteurs économiques de ne pas se sentir visés. Le patron du MEDEF n'a pas hésité à le faire savoir lors du débat sur notre antenne hier soir. C'est là où nous sommes quelque part encore déçus, notamment avec ce colloque. Et le MEDEF d'ailleurs se désolidarise complètement des décisions et en tout cas des recommandations qui ont été faites cet après-midi. Parce qu'on ne s'est pas retrouvés. Différents ateliers, une fois de plus, dizaines d'entrepreneurs qui étaient présents. On a participé, et au final, on ne s'est pas retrouvé dans les recommandations qui ont été faites. Un constat partagé par le syndicat des industriels de Polynésie française, pour qui les conclusions du rapport ne reflètent pas fidèlement les discussions menées dans les commissions. Je considère quand même que les débats étaient un petit peu orientés et d'ailleurs les conclusions, à mon sens et au sens de beaucoup, ne reflètent pas tout à fait ce qui a été dit dans les commissions. Les points qui soi-disant font consensus, il y en a beaucoup sur lesquels on n'y a pas eu de consensus, donc on est très étonnés. Les patrons considèrent avoir fait leur part d'efforts et renvoient la balle dans le camp de l'administration, pointant du doigt le coût de sa masse salariale. Les dizaines de milliards que le pays a aujourd'hui en caisse, qu'ils le rendent à l'économie, qu'ils le rendent aux pauvres, qu'ils le rendent au travail, qu'ils le rendent aux entreprises. Aujourd'hui, on ne voit pas les grands projets sortir. Oui. Et puis, de quelle manière nous pouvons demain alléger ce mammouth? Et c'est un sujet tabou en Polynésie. On ne touche pas au mammouth de la fonction publique polynésienne. C'est vrai que la masse salariale est importante au niveau du pays et que dans les dispositions qui sont prises aujourd'hui, on fait tout pour l'alléger. Mais de là à aller dire qu'effectivement ces 6000 mammouths qu'on croirait presque inutiles, je pense que les mots sont forts. Mais surtout, ce que j'ai envie de rappeler, c'est que ces 6000 personnes sont 6000 consommateurs. Et pour soulager le portefeuille des consommateurs, le ministre de l'économie compte bien réformer la fameuse TDL. Je n'ai pas envie de faire ce travail dans le but de viser des groupes de sociétés. Je dis simplement que la TDL, il faut l'adapter aux vrais besoins de protection du marché. C'est tout, ça peut concerner des grands groupes comme des petites PME. Par exemple, il y a des productions locales qui ont presque toutes les parts de marché, donc effectivement, ça n'a pas de sens de mettre une TDL sur la production importée. Quant aux marges également tenues pour responsables de la vie chère, le ministre relativise leur poids dans la balance. Je pense qu'on cible à tort les entreprises dans les causes de la cherté de la vie en Polynésie. Si vous allez regarder les récentes publications de l'EOM, les marges moyennes en France métropolitaine, c'est 40%, donc on n'est pas très loin devant. Je veux préciser que ces 44%, c'est souvent démultiplié entre plusieurs opérateurs, importateurs, détaillants. Donc vous voyez que les marges, finalement, quand elles sont réparties, ne sont pas forcément déraisonnables en Polynésie, contrairement à une idée reçue. Les discussions sur la taxe de développement local devraient reprendre dès le mois d'avril. Le ministre compte aussi regarder de plus près les pratiques anticoncurrentielles. Tous en forêt, c'est l'opération à ne pas manquer pour la société AOA à l'occasion de la journée internationale à des forêts, une immersion au cœur de la vallée sacrée de Mouarwa, au programme de nombreuses animations pour apprendre à préserver la richesse de ce patrimoine vert. Nous en parlerons avec notre invitée Elodie Cinquin de la société AOA Polynesian Forest. Bonsoir Elodie. Et bonsoir Davidson. Alors,
Dis-moi, plus qu'une visite, c'est une réelle immersion que l'association Awa Polynesian Forest propose au public demain dans cette magnifique vallée de Moaroa, entre Papara et Mataya. Quel est l'objectif de cette journée? C'est de célébrer la Journée internationale des forêts qui a lieu normalement le 21 mars, et voilà, c'est aujourd'hui. Et pour cette occasion, on veut inviter le public à célébrer la forêt dans toute sa diversité, mais aussi à prendre conscience des enjeux de demain par rapport à cette forêt, parce qu'elle rend énormément de services à l'homme. On n'en a pas toujours conscience. On a une flore unique au monde, et ça, il faut le préserver. Donc il faut sensibiliser à toute cette richesse pour pouvoir mieux la protéger derrière. Depuis l'ouverture l'an dernier du parc forestier, quelle évolution avez-vous constatée in situ? Alors, la forêt éducative s'est agrandie. Effectivement, on l'avait inaugurée il y a 1 an, tout juste. Et là, il va y avoir plein de surprises parce qu'elle s'est étendue. Il y a de nouveaux contenus pédagogiques qui se sont mis à l'intérieur. Il y a de nouveaux sentiers. On a travaillé sur des thématiques aussi, des forêts à étoffe, forêts à épices, le jardin polynésien. Tout ça, ça se met en place doucement. Tout n'est pas fini, c'est un travail énorme, mais ça va être l'occasion de le découvrir et de participer justement au développement de tout ce travail. Moaroa, ce n'est pas seulement une forêt éducative, c'est aussi un laboratoire scientifique à ciel ouvert, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. En fait, cette forêt éducative, donc c'est 27 hectares sur un domaine de 230, dans lequel après derrière on a le sanctuaire de biodiversité, où on fait vraiment un gros travail de restauration de la flore indigène endémique. Mais effectivement, vu que le domaine est géré et ouvert, c'est un laboratoire à ciel ouvert. On y travaille avec l'Institut Louis Mallardet sur les plantes médicinales. Ils seront d'ailleurs présents demain. Ils ont fait un jeu de piste sur les plantes médicinales. On va certainement cette année lancer des études sur des micro-papillons de Polynésie, donc comme des bioindicateurs de restauration. Voilà, il y a plein de sujets qui peuvent être abordés dans cette forêt. Et donc, on ouvre ça, effectivement, pour apprendre toujours plus sur tout cet écosystème. Awa Polynesian Forests est la première initiative en Polynésie française qui s'engage sur le long terme à restaurer la biodiversité et l'état écologique des forêts polynésiennes. Comment l'association se porte-t-elle? Y a-t-il un impact positif aujourd'hui? Ah oui, on voit. Alors effectivement, le travail sur le terrain a commencé depuis 2 ans maintenant. Et les premières zones qui ont été nettoyées des espèces envahissantes, alors des grosses, des lianes, et il y a vraiment un protocole et plusieurs étapes, mais on voit dans certains lieux des explosions d'espèces indigènes. Donc ça fait plaisir. On voit qu'elles sont là, parce qu'on ne savait pas non plus ce que contenait le sol, la banque de graines du sol. Et en fait, non, elles sont toujours là. Et quand on libère la place, elles peuvent revenir. Donc il va quand même falloir en replanter aussi, il va falloir renforcer les plantations, mais quand même, voilà, les premiers résultats sont super encourageants. On peut dire aujourd'hui que les objectifs de l'association sont atteints. Il y a d'autres objectifs à venir? Des objectifs, on continue de s'en fixer, et justement, tout le protocole s'adapte. Même dans chaque zone de la vallée, les réactions ne sont pas les mêmes. On n'a pas forcément affaire aux mêmes envahissantes, donc on adapte à chaque fois. Les objectifs, c'est toujours de continuer, vraiment inscrire ce projet-là dans le temps et le faire rayonner aussi dans toute la Polynésie pour préserver cette biodiversité qui est exceptionnelle. Élodie, rappelez-nous justement le programme de la journée de demain. Alors demain, on se retrouve à partir de 8h30 dans la forêt en vallée de Moaroa jusqu'à 16h. Et là, on va enchaîner les ateliers scientifiques, culturels, artistiques. On mélange tout et on passe vraiment un super bon moment. Il y aura des petites surprises aussi dans la forêt. Donc on invite vraiment le public. Tout est gratuit, les événements, les ateliers. Donc l'inscription se fait uniquement sur place. Donc à partir de 8h30 et puis on vient quand on veut et on profite toute la journée. Et les familles, les enfants, les parents? Ah oui, c'est vraiment ouvert à tous, petits, grands. Il y en a pour tous les âges. Et c'est vraiment un moment pour profiter aussi en famille, entre amis. Ça va être très sympa. Merci beaucoup, Élodie Saint-Quin, d'avoir merci pour l'invitation. Accepté notre invitation. Merci. La grève à la paix Apurade a débuté mardi. Se poursuit. La direction a soumis ses propositions, syndicat CSTPFO, pour tenter de sortir du conflit. En réponse, le syndicat vient de transmettre ses contre-propositions et attend désormais la réaction de la direction. Celle-ci a le week-end pour examiner les nouvelles demandes. Selon le syndicat, le dialogue reste ouvert. Écoutons la déléguée syndicale. On écoute avec Ilacho, la déléguée syndicale de la CSTPF au micro de Jeanne Tinoroy.
Oui, alors on est au 4e jour pour être plus précis aujourd'hui. Nous avons fait une contre-proposition par rapport à ce qui avait été transmis par la direction de la Perapura. Donc nous sommes toujours dans l'attente d'une réponse de leur part. C'était des propositions intéressantes mais pas suffisantes pour garantir la sécurité et la santé mentale des salariés et aussi sur le point de la revalorisation des salaires. Donc nous avons quand même essayé de faire des contre-propositions plus constructives en faveur des salariés et de mise en place de procédures concrètes. Pour l'instant, nous attendons le retour de la direction, donc quel que soit, nous sommes toujours ouverts au dialogue. Donc quand ils seront prêts, ils nous feront part et nous on reviendra sur la table des négociations. Allez, cap sur RT à présent pour la 34e édition du Salon de l'Automobile, un événement incontournable pour découvrir les derniers modèles et pourquoi pas franchir le pas vers une nouvelle motorisation. Cette année, en tendance, se démarque nettement l'essor des véhicules hybrides et électriques. Mais ces nouvelles technologies peuvent-elles réellement s'imposer dans les îles où le 4x4 règne en maître? Élément de réponse avec Ronnie Moufat. Avec plus d'une centaine de véhicules exposés, le salon de l'automobile de Raiatea reste un rendez-vous phare pour les amateurs et les curieux. Alors on va retrouver donc tous les concessionnaires qui sont présents, qui représentent plus de 30 marques et vous allez pouvoir découvrir plus de 100 véhicules. Hybride, essence, voilà. Longtemps dominé par les pick-up et SUV, le marché automobile local évolue. L'hybride et l'électrique gagnent du terrain, mais convaincre les conducteurs n'est pas une mince affaire. Tu as les radars de recul, la caméra de recul. J'aimerais d'abord voir comment ça se passe et les retours des gens, si c'est pratique. Il suffit pourtant d'un essai pour changer la donne. Une fois au volant, les clients découvrent une conduite différente. Tant que ceux de derrière, les passagers, n'ont pas mis leur ceinture, donc ça continue à clignoter et à faire du bruit. Donc on a vraiment un système de sécurité bien avancé. Après quelques kilomètres, les avis évoluent et les réticences s'effacent. Ne reste plus qu'à convaincre les maisons de crédit. Ça donne envie. ça donne vraiment envie. Elles sont très confortables. Carrément. Tellement de trucs électroniques. Parmi la trentaine de marques présentes au salon, 11 proposent désormais des modèles hybrides et électriques, un signe que la transition est en marche, même si l'adaptation prendra du temps. Dans les îles sous le vent, les 4x4 et les utilitaires conservent une place de choix, répondant aux exigences du terrain et du mode de vie local. Laisser libre cours à son imagination, c'est ce que propose le dispositif Row Tahiti et la compagnie maritime Maranoui, un artiste du Fénois. Le cargo accueillera dès demain la première résidence d'artistes sur l'eau et c'est la sculptrice, peintre et graveuse Vai qui inaugurera donc ce concept. À 24 heures du départ, elle a pris place sur le navire avec ses chevalets, pinceaux et aquarelles. Laure Philibert l'a rencontré pour nous. L'océan est l'une de ses principales sources d'inspiration. Vai a été choisie pour embarquer à bord de la première résidence itinérante d'artistes installée sur la Ranouille. Formatrice au Centre des métiers d'art et diplômée de l'École nationale d'art et design de Toulon, Vaiheri Taoura a déjà commencé un carnet d'aquarelles. Hâte justement de découvrir les îles Marquises, les Tuamotu. Je connais un tout petit peu, mais on ne connaît vraiment jamais bien une île, même Tahiti. Je suis de Tahiti, même à 37 ans, je redécouvre tous les jours Tahiti. Mais les îles Marquises, j'avoue que j'ai hâte de découvrir, d'être inspirée, de rencontrer des gens, d'échanger. Ce projet intitulé Art à Nui est initié par Row Tahiti, un dispositif qui soutient la création. Opportunité de découverte pour les artistes, elle permet à la compagnie maritime d'innover une nouvelle fois. L'intérêt, c'est d'abord d'offrir à l'artiste une possibilité de créer dans un autre contexte. Et d'ailleurs, à ce titre, ils ont pour mission de répondre à la problématique suivante. C'est la problématique que nous avons choisie dans le cadre de la résidence en général. C'est comment l'océan et l'insularité impactent-ils votre processus créatif? Et à l'issue de ça, il y aurait une sorte de restitution, qu'elle soit visuelle, qu'elle soit artistique, qu'elle soit textuelle. Et en fait, ça permet effectivement d'enrichir le débat sur des problématiques qui ne concernent pas que l'artiste, mais la Polynésie à part entière. Du coup, elle va nous produire quelque chose à bord. Ça peut être une peinture,
une œuvre peinte. Ça pourrait être des objets, un petit bijou qu'elle pourrait produire rapidement avec 10 personnes du groupe comme un workshop et elle fera une conférence sur son art polynésien. 2 sessions annuelles seront proposées pour 2025. Un autre artiste bénéficiera d'une dizaine de jours à bord à la fin de l'année. À l'occasion de la journée mondiale de la trisomie 21, le Budokan Judo de Pire a organisé ce matin une matinée d'échange entre les membres de l'association Heimanava et les élèves de l'école Saint-Paul Sainte-Thérèse. Objectif de l'opération, effacer les différences et passer de bons moments sur le tatami. Le reportage de Désiré Teiva, Oriano Tefao et Andy Ebb. Changer le regard sur le handicap et prendre du plaisir autour du judo. Pendant plus d'une heure, Charlie et ses camarades de l'école Saint-Paul Sainte-Thérèse ont enchaîné les jeux et les prises avec des enfants et des jeunes adultes atteints de trisomie 21. On est en train de s'amuser avec des personnes qu'on ne peut pas voir tous les jours. Et c'est bien pour eux qu'on soit avec eux parce qu'ils ont besoin aussi de voir les autres gens et pas que d'avoir des moqueries. Ils sont comme nous. Je les observe depuis qu'on est arrivé et je suis très fier d'eux. Ils partagent ces moments comme si ce sont des personnes normales. Et c'est pour ça que je tenais à qu'on participe à cette matinée. Et donc, on ressort c'est très riche comme expérience pour eux. Sur le tatami, les 14 judokas de l'association Fare Heimanava sont les plus à l'aise. Tous les vendredis, ils suivent des cours de judo dans ce même dojo. Aujourd'hui, ce sont eux les professeurs. Vas-y, regarde bien, il va te montrer. Ok, ensuite on met la main où, Adam? On met la main où? Là, la main entre les jambes et on fait le grand câlin. Excellent, super. Les techniques sont bien réalisées et ça permet aussi à ces jeunes trisomiques 21, atteints de trisomie 21, de transmettre ce qu'ils ont appris au long de l'année lors de mes cours de judo que j'ai avec eux le vendredi. Cette matinée d'inclusion par le judo vient aussi conclure la 17e édition du Totatour organisée par l'association Fare Heimanava. Un Totatour particulier cette année où l'accent n'a pas été mis sur la récolte de fonds. Cette année, en fait, ce sont nos jeunes, les jeunes du centre qui vont proposer des activités, qui vont les encadrer, qui vont les animer, qui vont être davantage peut-être mises à l'honneur pour continuer notre travail de terrain, à savoir faire en sorte que le grand public puisse apprendre à connaître et à reconnaître les personnes qui fréquentent notre établissement, qu'elles soient trisomiques 21 ou pas. Les judokas de l'association Fare Heimanava se retrouveront le 23 avril sur les tapis du dojo fédéral de Fatawa pour la journée d'inclusion au sport de préhension. Et avant de se quitter, en football, vous l'avez certainement vécu en direct sur notre antenne hier après-midi, la sélection tahitienne de football s'est inclinée face à la Nouvelle-Calédonie, 3-0 dans la demi-finale des éliminatoires de la Coupe du Monde de la zone Océanie. Retour sur cette rencontre avec Olivier Huc. Les Toa Ito n'auront pas démérité, mais auront plié face à plus fort sur la pelouse de Wellington. Auteur d'une belle première mi-temps, les Rouges vont craquer en début de seconde période suite à une remise en jeu perdue. C'est Georges Gopé-Fenepech qui ouvre le score pour les Calédoniens grâce à un très beau ballon piqué. Avec ce lob et le but, l'ouverture du score. Le numéro 10 va laisser parler son talent à la 75e minute de jeu puisqu'il réussit un lob de 40 mètres pour tromper TAV Teamoto Ito après avoir récupéré le ballon. Un but superbe qui permet à la Nouvelle-Calédonie de mener 2-0. Regardez, il voit le gardien avancer et il trouve sous la barre transversale et il vient offrir un 2-0 et ça commence à être très difficile pour Tahiti. Dans les dernières minutes, on croit un court instant à une possible remontée des Tahitiens, mais Eddie Caspar est signalé hors jeu sur cette action. Le feu avec Eddie Caspar sur ce ballon, le but de Eddie Caspar à la 88e minute de jeu. Il y a hors-jeu? Oh, il y a hors-jeu, c'est pas possible. J'y ai cru, Naya. Dans le temps additionnel, Waya concrétise la supériorité des Calédoniens avec une frappe qui porte le score à 3-0. Une défaite somme toute logique sur l'ensemble du match où l'adversaire aura été supérieur dans la plupart des secteurs de jeu. Ouais, c'était un match très dur aujourd'hui. On savait les qualités de la Calédonie. Il y a pas mal de joueurs qui évoluent à un bon niveau. Et je pense qu'on fait une bonne première mi-temps. Mais après, on fait des petites erreurs en deuxième mi-temps qui payent cash. Je pense que c'est ces petits détails-là à retravailler quand on rentre chez nous.
Mais on fait quand même une bonne première mi-temps. Après, félicitations à la Calédonie, ils ont très bien joué aujourd'hui. C'est la fin d'un cycle pour cette sélection puisque le coach Samuel Garcia a annoncé en direct après la rencontre que c'était sa dernière campagne avec les Toa Ito. Les joueurs devront se remobiliser pour préparer les prochaines échéances avec en point de mire les Jeux du Pacifique 2027 à Tahiti. Et votre soirée sur Tahiti Télévision, ne manquez pas vos émissions Atatumu et Underground. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur Tahiti Télévision et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.